Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur de la radio libre rugby. Avant le match ce soir entre le Stade Français Paris et le Racing 92, Feu Racing Club de France. C'est tout simplement une affiche historique. C'est la première affiche de l'histoire des finales de championnat de France. On était là au cœur du... Enfin pas nous personnellement, mais c'était à l'époque au 19e siècle. Et oui, aujourd'hui au 21e siècle, c'est toujours une grande affiche du rugby français. On en est très très heureux. Salut Quentin Cavanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous pour ce match. Voilà, une des affiches du siècle. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Très bien. Du siècle dernier. Ouais. Oui, du siècle. Il a dit la première pour moi, tu vois. Mais Alexandre était déjà là. Bien sûr, bien sûr. Bonsoir Clément Combe. Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous. Salut Enzo Jacquet. Salut, Enzo, heureux, bonsoir à tous. Très heureux. Hein. Ouh là 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 là. Il a sorti la aujourd'hui. on l'a exposé à côté de lui. Ah mais là dans la défaite aussi. Mais il est heureux de chez heureux, parce que ça s'est bien passé pour un club auvergnat ce week-end, même très très bien passé. Ce soir sur Sud Radio, évidemment, ce grand match entre le Stade Français Paris et le Racing 92. Dans un instant, un débat autour du 15 de France, au regard de la tournée. Quel objectif pour le tournoi des 6 nations pour les Bleus? On vous pose la question sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Pas mal de votes déjà. 4 propositions qu'on égrènera dans quelques instants. Et puis on essaiera de déterminer quel est le grand enseignement de cette 10e journée du Top 14 avant d'aller vers en haut de l'affiche pour essayer de déterminer quelle était la meilleure affiche de cette 10e journée du Top 14 avant d'aller donc tranquillement vers Stade Français Paris Racing 92, le conseil de classe à 21h50 et l'après-match s'il y en a jusqu'à 23h. C'est une grande soirée de rugby qu'on vous propose sur Sud Radio. On est très heureux de vous compter parmi nous et justement avec tout ce beau programme on accueille aussi sur Sud Radio en ce dimanche soir Inès Irigoyen. Salut Inès, en direct de Jean Bouin. Salut à tous, comment ça va? Ça va très bien, il fait pas trop froid dans le 16e arrondissement parisien. Il fait bon aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait bon. On a oublié la partie hivernale du milieu de semaine, où on a eu de la neige, on a eu des records, mais des températures avoisinant les 0,4 degrés. Il a neigé, Là, il a neigé clairement. Là, on est sur une petite journée de printemps, on va dire, 17 degrés. Il fait bon, mais par contre, il y a le vent qui s'est levé ce soir. Et j'ai regardé un petit peu sur la météo, on est sur du 24 km/h. Et avec des rafales à 50-60 km/h à prévoir pendant le match. J'allais dire 24 km/h, c'est moins rapide que Louis Bielber. Le vent de la tribune de presse, de Jean Bouin, il est mythique. C'est un des pires vents du Top 14. C'est un des pires vents du Top 14. On a ouvert une porte. Ouais, tout à fait. Donc il faut bien avoir de quoi tenir les fiches. Et il traverse là comme ça, de droite à gauche ou de gauche à droite, il est assez horrible. Mais bon, ça va être un match brûlant ce soir. C'est super. Finalement, je suis contente d'avoir accepté de venir ce soir. Non, mais c'est un grand rendez-vous ce soir parce que c'est vrai que les deux équipes, on parle de deux équipes en difficulté et il y en aura peut-être une ce soir qui aura la tête au fond du seau. Ouais, c'est exactement ça. On est sur deux équipes qui sont milieu de tableau, mais avec deux enjeux totalement différents. Stade Français, donc qui reçoit ce derby, qui est 13e, donc dans la zone de relégation, à 1 point du 12e, certes, mais qui revient d'une défaite à La Rochelle la semaine dernière. Alors l'idée, c'est peut-être de capitaliser sur leur victoire, leur dernière ici à domicile contre l'ASM, où ils avaient enfin marqué plusieurs essais. Eux, ils vont surtout vouloir peut-être sortir de cette zone-là de relégation. Morgane Parra l'a dit, c'est pas honteux, mais bon, actuellement le Stade Français joue pour sortir de cette zone rouge. Et puis de l'autre côté, le Racing 92, eux, ils sont 8e, ils sont à 5 points du top 6. Alors ils vont forcément vouloir eux aussi gagner ce match. Alors après, gagner avec le bonus pour avoir les 5 points, c'est autre chose. Mais malgré tout, il y a une statistique qui est assez intéressante, c'est que sur les 5 dernières confrontations dans ce derby, c'est l'équipe à l'extérieur qui a gagné. Donc certaines statistiques en faveur du Stade Français, d'autres du Racing 92. Il ne reste plus qu'à regarder ce match. Et pourtant, il y a des supporters parisiens qui sont confiants. On est avec Thibaut de Paris. Salut Thibaut. Comment ça va Thibaut? Salut la team Sud Radio. Salut Thibaut, supporter mythique du Stade Français Paris qui est donc avec nous. T'es au bord du stade, c'est ça? Ouais, je suis sur le parvis, ouais. Ouais, tout à fait. T'es sur le parvis. Et il y a quoi comme ambiance sur le parvis, Thibaut? Il y a du monde, mais les deux stades, bien sûr, sont pleins, comme à l'habitude. Mais c'est pas l'euphorie des stades français Racing que j'ai l'habitude de je pense que le Jean Bouin sera pas plein. Comment tu l'expliques ça?
Bon, je l'explique parce que le Stade Français. Parce que vous êtes mauvais. Mais j'ai bien aimé que ton introduction sur l'historique des deux clubs. Voilà. C'est la réalité. Oui. C'est l'affiche la plus mythique du rugby français dans l'histoire. Oui, voilà. C'est la première finale du championnat de France. À Bagatelle. Voilà. Parc de Bagatelle. Arbitré par Pierre de Coubertin. Voilà. Historiquement parlant, voilà. Comment j'explique pas cette euphorie, c'est deux clubs mythiques du rugby français qui sont surtout le mien qui est en difficulté depuis le début de saison. Mais un derby reste un derby, c'est toujours particulier comme type de match. Et là, on est au pied du mur et il faut le gagner. Si possible avec 4 points, voire plus si affinité. Je pense que du côté des deux équipes que j'ai vues, des compos, les retours d'internationaux, nous comme on n'en a pas beaucoup, on n'a pas trop d'absents. Il y a aussi Paul Aléo-Émile qui revient en première ligne, donc ça va faire du bien parce que on a eu pas mal de blessés sur les premières lignes. Donc un derby c'est toujours tendu, hein, c'est toujours et puis la dernière victoire, peut-être que tu me diras si je me trompe, mais la dernière victoire face au Racing à Jean-Bouin, je crois que c'est 2017 ou 2018, je sais plus, dans ma mémoire. Ouais. Et ils aiment bien gagner chez nous et nous on aime bien gagner chez eux. Ce qui me rassure un peu, c'est Dakuaka qui est sur le terrain, donc peut-être qu'il va nous faire la même chose. Ça va être un essai exceptionnel. N'empêche, il y aura un petit peu de monde tout de même ce soir, Inès. Oui, tout à fait. On a demandé, ils attendent 14 000 personnes dans un stade qui en fait plus de 19 000. C'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, de l'intérieur du stade, on entend déjà les supporters faire du bruit. Ça doit être les supporters du Racing. Sans doute. Quentin, il est si médisant, c'est terrible. Et quand même, Thibaut, là on parle d'histoire du rugby. Quand tu vois le Stade Français 13e, le Racing 8e, mais bon, on sent que les deux équipes sont pas au top du top. Ça nous ferait peut-être ramener cette histoire de fusion. C'est pas le bon moment, Thibaut? Et c'est moi qui suis médisant. Tu veux que je t'envoie une mini-bombe nucléaire où tu habites ou pas? Je savais que ça allait te rendre fou. Après, c'était un joli projet. Mais bon, le dernier contexte de la fusion, c'était un peu ça. Hein, donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais, mais les présidents n'étaient pas les mêmes, le contexte n'était pas les mêmes, et même s'il y avait un autre projet de fusion, moi je manifesterais comme je l'avais fait en 2017, justement devant la Ligue nationale du rugby pour m'opposer à ce genre de choses. T'as pas envie de réunir Travers et Labitte? Ou l'habit de Travers. Hein. Voilà, merci Thibaut. Allez, voilà, merci Thibaut. Écoute, bon match. Très bon match du côté de Jean-Bouin. Je pense que tu vas bien te marrer aujourd'hui. En tout cas, tu vas faire marrer les autres. Dans le meilleur des cas. Merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous. T'es toujours le bienvenu sur Sud Radio. Et bon, on se retrouve à la fusion. Allez, Quentin Cavanis, un petit point quand même sur toutes les infos de ce week-end dans le monde du rugby. Il y a eu des résultats internationaux, des résultats de top 14 aussi. Allez, on va démarrer par les résultats internationaux avec le succès de la Nouvelle-Zélande face à l'Italie 29-11, le succès de l'Écosse A face au Chili 19-17, l'Afrique du Sud qui a étrié le Pays de Galles 45-12, l'Uruguay a battu de justesse la Roumanie de David Gérard 23-21, succès de l'Irlande face au Fidji 52-17, les Américains ont battu l'Espagne 26-23, pour rappel, l'équipe de France avait battu l'Argentine 37-23, dans les autres matchs, l'Écosse a battu l'Australie 27-13, la Géorgie a battu le Tonga 22-7 et l'Angleterre a battu le Japon 59-14. En ce qui concerne le top 14, une journée qui a eu lieu hier pour l'instant avec Toulon qui a battu Bayonne 39-19, le succès de Castres face à La Rochelle 28-24, Clermont à l'extérieur a battu le Loup Rugby 30-22, Montpellier s'est imposé face à la section paloise 30-3, Toulouse a battu l'USAP 41-9 et puis succès hier soir de l'UBB 37-29, un succès renversant si j'ose dire. Alexandre.
Ouais, ça c'est clair que c'était un drôle de match hier soir. Moi personnellement, je suis plutôt régalé par la physionomie, mais on se posera la question dans quelques pas si t'es instants. breton, je pense. Ah non, non, mais là, mais d'ailleurs, on reviendra un peu sur les déclarations de Jean-Noël Spitzer qui divise, c'est peu de le dire, pas mal de réactions suite. Ouais. Je suis pas convaincu. On en parlera dans quelques instants. Ça fera partie des enseignements de cette 10e journée du top 14. Et puis donc dans quelques instants, on regarde la tournée de novembre. Quels objectifs pour le tournoi des 6 nations, pour le 15 de France? On vous pose la question évidemment sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Le sondage est en cours avec pas mal de votes. Vous avez été nombreux à réagir. Quel est l'objectif donc pour vous pour le tournoi des 6 nations? Est-ce le Grand Chelem? Est-ce mobiliser toujours plus de joueurs? Est-ce rester fort en défense ou développer le jeu d'attaque? C'est la question qu'on vous pose. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. On est ensemble jusqu'à 23h avec à 21h 05 07 08 dans ces eaux-là. Stade Français Paris Racing 92 ce soir avec Inès Irigoyen qui j'espère que ça va. Tu t'es pas étouffé. J'ai entendu une toux pas évidente du côté de, je sais pas si c'est Inès ou si c'est William qui nous a rejoint. C'est William. C'est William qui nous a rejoint au 0826 300 300. Salut William. Ouais, salut à tous. Ça va? Ouais. T'as pris froid ou... j'avais pas... Non, je pensais que j'avais coupé le micro, je t'ai envoyé une toux de vieille là et j'ai pas eu le temps de couper le micro. Parfois ça arrive de façon comme ça subite. On va parler un petit peu du 15 de France. On accueille aussi Ludovic de Mont-de-Marsan. Salut Ludovic, comment ça va? Salut Alexandre, salut l'équipe. Salut Ludovic. Comment ça va dans les Landes, Ludo? Oh bah écoute, ça va, il fait beau, il fait bon, tout va bien. Bon bah parfait. Mieux que le Stade de Montois. Ah ouais, c'est vrai que c'est bah, ils ont pas perdu ce week-end. Non mais ils ont pas joué, c'est sûr. Mais c'est Quentin je le sens, je le connais Quentin quand il est comme ça, on va passer une très très longue soirée. Ah oui, je vais être insupportable. Il va être, il l'annonce, il va être insupportable. Alors, et on a quand même eu 3 tests de novembre de l'équipe de France. Victoire 52-12 face au Japon. Succès 30-29 face à la Nouvelle-Zélande. Et puis 37-23 face à l'Argentine. On a toujours marqué 30 points au minimum dans ces tests. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, au regard de cette tournée, quels sont les objectifs? Quel est l'objectif prioritaire pour le tournoi des 6 nations selon vous? 4 propositions que je vous rappelle sur Sud Radio. Est-ce le Grand Chelem? Est-ce mobiliser plus de joueurs en vue de 2027? Est-ce rester fort en défense et monter d'un cran dans ce secteur-là? Ou est-ce développer le jeu d'attaque? Tour de table, chacun son tour. Tiens, on va commencer par toi Inès, au Stade Français Paris à Jean-Bouin. Quel est ton avis? Quel est selon toi l'objectif prioritaire du tournoi Destination? Est-ce que, puisque j'ai du mal quand même à faire des choix, on peut donner 2 propositions? On peut en choisir 2 ou pas? Toi t'as le droit. Oh, non, mais ça y est, du favoritisme. Mais non, mais parce que il y en a qui parce que normalement c'est carton jaune. Mais c'est la première. Donc il y en a qui se seraient fait guillotiner pour moins que ça quand même. Oui, tu vas un peu loin. C'est comme ça. Tu vas un peu loin là Je vous quand même. rappelle, je suis dans les rafales quand même du Stade Français. Mais oui, voilà. Il fait froid, on va pas lui enlever des choix. On n'est pas là pour le plaindre. Non plus, Et puis Inès, Ok, on aura pas besoin super. de somnifères ce soir. Ah, Allez, il On nous a verra plombé après. l'affiche avant le match. c'est ça. Bon, sinon, ok, d'accord, je vais faire avec les règles. Je vais choisir qu'une seule proposition. Moi, je dirais voir de nouveaux joueurs dans l'objectif 2027. Ah, pourquoi? Parce que tu as la sensation que là, Fabien Galtier, il l'a déjà un petit peu fait dans cette tournée, et force est de constater que ça a marché. Ouais, et en fait j'aime bien l'idée. En fait, j'arrive pas à savoir, je suis pas dans la tête de Fabien Galtier, mais je me dis, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est un peu logique? Il a passé 4 ans avec les mêmes joueurs. Est-ce que si tu reprends exactement la même manière de faire pour les 4 prochaines années, est-ce qu'il va pas y avoir un sentiment de lassitude, une hiérarchie qui est trop établie aussi, avec des bouleversements qui sont pas trop plausibles? Là, je me dis, c'est cool parce que tu ramènes encore plus de concurrence avec les autres, et surtout, tu continues dans cet objectif-là de construire sur le long terme. Les mecs qui seront appelés, peut-être en 2027 au dernier moment, ils auront déjà connu l'équipe de France. Il n'y aura pas tout le côté impressionnant de la sélection, quoi. Donc voilà, tout en gardant une hiérarchie établie, hein. Mais je trouve ça chouette. Moi je vais dans ton sens aussi Inès, parce que sur la première partie du mandat de Fabien Galtier, il nous a sans cesse rappelé qu'il voulait amener des joueurs à une moyenne d'âge et une moyenne de sélection dans le 15 de départ, voire dans les 23. C'était quelque chose qu'il rappelait régulièrement. On a vu aussi d'ailleurs qu'en Coupe du Monde l'expérience était très importante. Ça c'est
un point qui est, je pense, intéressant et qui peut aller dans le sens de ceux qui ne veulent pas trop renouveler. Mais là, cet automne, il y a eu quelques nouveaux qui ont en fait grimpé dans la hiérarchie de façon parfois express. On pense à Boudouan, on pense à Guillard. Ouais. Malgré tout, Louis Bielbiarré, il avait déjà un beau statut, mais bon, il l'a renforcé, voire il a éclaté un plafond de verre lors de cette tournée. Ce qui fait que nous-mêmes, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, j'ai été parfois surpris des prestations de certains joueurs, notamment de Jean-Baptiste Gros. Mais si j'ai été surpris, les adversaires aussi. Et c'est une force, la surprise. Ouais, complètement. Moi, je suis assez d'accord avec toi, et notamment par exemple un Guillard, parce que bon, Boudouan, Louis Bielbiaré, on les a déjà vus entre guillemets, mais un Guillard, par exemple, que on va dire la France entière a découvert là sur cette tournée, tu mets un nom en plus dans cette équipe de France, tu donnes une chance de jouer, de matcher, de performer avec ces joueurs, et j'aime bien cette idée-là aussi. Puis je pense que pour tout le monde, c'est super. Pour les mecs qui sont établis, ça remet un peu de concurrence, et puis pour tous les autres joueurs de France, ça leur fait comprendre que il y a quand même toujours une possibilité de renverser une tendance et d'aller se chercher une sélection, quoi. Ludovic de Mont-de-Marsan, quel est ton choix? Je rappelle les choix si vous nous rejoignez sur Sud Radio, on est en train de se poser la question, quel est l'objectif pour le tournoi des 6 nations pour le 15 de France au regard de cette tournée? C'est bien, je le précise bien. 4 propositions, le Grand Chelem, mobiliser plus de joueurs en vue de 2027, rester fort en défense et développer cette signature, ou développer pour le coup le jeu d'attaque, parce qu'on le considère encore un peu maigre. Quel est ton choix, toi, Ludovic? C'est assez compliqué parce que quand tu joues pour 15 de France, forcément tu cherches toujours la gagne, et également tu as envie de retrouver un peu ce French Flair à travers du jeu d'attaque. Mais je rejoins Inès dans son choix, c'est-à-dire la mobilisation de joueurs. On a vu qu'il y a eu quelques cadres là, qui ont été un peu sortis parce qu'ils étaient en baisse de régime. On a vu des nouveaux, mais bien qu'ils s'entraînaient depuis quelques temps avec l'équipe de France, ils faisaient des stages avec l'équipe de France, et on a l'impression qu'il y a une volonté de régénérer également. Olivon, il n'était pas là au début, il a remplacé Aldrit, il a fait un gros match. Donc je pense qu'il y a une volonté d'émulation collective autour d'un projet de jeu, et que c'est ça que Fabien Galtier va mettre en avant d'ici 2027, avec certainement pour objectif de remporter le Grand Chelem en 2026. On sait qu'en prochaine, notamment avec le déplacement en Irlande, ça sera compliqué. Mais on va se déplacer en Angleterre et en Irlande cette année. Ouais. Oui, bon, les Anglais, bon, c'est que ça reste toujours un match particulier, mais je pense qu'on est quand même un peu au-dessus des Anglais, bien qu'ils nous titiront un peu à Twickenham. Mais voilà, non, je pense qu'il y a une volonté vraiment de créer une grande force collective autour d'un projet de jeu avec des secteurs à renforcer, avec les meilleurs joueurs à leur poste et les meilleurs qui joueront. Et qui vont un peu se concurrencer également lors des différents matchs. Voilà. William. Moi je partirais vraiment sur gagner le tournoi, rouler sur les mecs. Vraiment on en a besoin parce que on a toujours fait des belles tournées. Quelqu'un de sensé. Même si on a eu quelques années compliquées, mais on a fait des belles tournées, on a toujours battu de temps en temps la Nouvelle-Zélande, de temps en temps l'Afrique du Sud. Maintenant ce qu'on veut. Gagner le tournoi ou faire le Grand Chelem, c'est pas la même, hein. Moi j'ai bien mis faire le Grand Chelem. Grand Chelem. 100%, je suis là-dessus, Alex. Il faut gagner parce que c'est complémentaire avec ce qu'on vient avec les deux premières. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Grand Chelem, c'est une immense déception selon toi. Moi je suis pas certain. Enfin. C'est l'objet. Moi ce serait. Ça me paraît très logique. Tu demandes l'objectif, Alexandre. L'objectif. IMK qui nous dit sur Twitter, cette équipe ne peut se satisfaire d'autre chose que du Grand Chelem. Oui. Une première place bien à sûr. La limite compte tenu des 2 déplacements difficiles en Irlande et en Angleterre. Je suis absolument d'accord avec lui. Bien sûr. Exactement. Moi, on est dans une démarche de résultat maintenant ou dans une démarche de processus pour 2027, il faut savoir. Parce que lors du premier mandat, on va chercher un Grand Chelem en 2022 pour être un peu essoufflant en 2024. Oui, mais il y a un moment aussi où il faut. Sinon, tu fais plus le tournoi. Si le tournoi c'est des matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde 2027. Mais surtout, t'as plus d'intérêt de le jouer. Le but, quand t'es l'équipe de France avec les joueurs qu'on a, quand tu t'inscris à une compétition, le but c'est de la gagner, quoi qu'il arrive. J'irai plus loin. Fabien Galtier, à la prise de son mandat, il a dit on veut gagner des titres. Pour l'instant, il y en a qu'un. Oui. Thomas Ramos avant la tournée de novembre, il a dit oui c'est bien mais il faudrait pas trop commencer à penser à 2027 alors qu'on est qu'en 2024. Il y a 3 tournois avant à jouer et on veut les gagner. Donc oui, c'est le faire le Grand Chelem. Et surtout que c'est une année à 3 déplacements. Il y a des déplacements en Irlande, en Angleterre qui sont compliqués, mais on va se déplacer en Italie où, franchement, il y a largement de quoi gagner. Et on reçoit le Pays de Galles et l'Écosse. Le Pays de Galles qui n'a jamais été aussi faible depuis 20 ans. Et l'Écosse qui peut toujours surprendre, mais qui n'est pas impérial non plus par rapport à il y a 3-4 ans. Donc à la limite sur ces matchs-là à domicile,
tu peux permettre à des joueurs de se découvrir et de se révéler. Mais tu as largement de quoi envoyer la meilleure équipe possible en Irlande, en Angleterre. Et donc on doit viser le Grand Chelem. Donc toi, je vous comprends, hein, je comprends vos arguments, mais vous êtes plus dans une démarche de résultat que de construction. Mais on a quand même une génération mais on a aussi une génération qui arrive à son apogée. Je veux dire que les Antoine Dupont, les Thomas Ramos, les Marchand, les Movaca, tout ça, ils sont dans leur prime en ce moment et ils le seront toujours à la Coupe du Monde, bien sûr. Mais c'est maintenant qu'ils doivent engranger des titres avec l'équipe de France et pas se contenter d'un seul titre dans leur carrière. Donc je pense que chaque compétition maintenant pour l'équipe de France et jusqu'en 2027, ils doivent venir avec l'intention de la gagner et qui plus est de faire le Grand Chelem. Ça c'est le bonus. Mais le minimum, c'est d'y aller pour gagner. Moi, tu vois, je reprends la réaction d'Olivier sur le compte Twitter Sud Radio Rugby qui nous dit il nous faut récupérer la possession pour imposer ton jeu. Les gros ont montré qu'ils assuraient donc possession, donc l'attaque, développer l'attaque. On a plus de coffres à ballon ni de péteurs dans la défense. Le French Flair bordel, bon voilà, il a un peu craquage. C'est un nostalgique. C'est un nostalgique. Le 15 de France a joué contre nature pendant 4 ans en dépossession avec 0 concurrence. Il veut du changement, il veut un jeu d'attaque plus élaboré, moins prévisible. Mais moi je comprends ce que dit Olivier. Mais ça se comprend, mais le règlement changera dans un an. Donc en fait on devra encore changer de manière de jouer. C'est ce qui est problématique. Et ça c'est pas du fait de Fabien Galtier ou du staff, hein. C'est juste une problématique de World Rugby qui change systématiquement son règlement. Et on l'a bien vu, entre 2022 et 2024, on a changé 3 fois de façon de jouer. Qui dit que ça va pas continuer? Moi alors, je vais dans ton sens. Je prends ton argument, Clément. Si le jeu est amené à évoluer et avoir plusieurs facettes, autant préparer plusieurs cordes à son arc au lieu de rester focalisé sur un seul jeu, juste dans l'espoir de gagner. Et donc s'adapter. Le mot d'ordre de la première conférence de presse de Fabien Galtier. Donc en fait on va, quand je dis s'adapter, on va pas jouer le jeu de l'équipe de France. Le jeu de l'équipe de France, c'est de contrer le jeu des autres. C'est la stratégie caméléon. Moi je sais pas jusqu'où ça peut nous mener cette histoire, hein. J'en sais rien, je dis pas que c'est forcément bien, mais je pense surtout que l'histoire retient les grandes équipes par le prisme des titres et du palmarès, et que si cette génération là veut marquer sa propre histoire, il faut déjà qu'elle fasse aussi bien que la génération des années 2000 qui a fait 3 tournois de destination dont 2 grands chelems, si je dis pas de bêtises. Je dirais même 3 grands chelems, non? 2002, 2004, 2008 8, tu vois. Et 2010 on fait grand chelem. Et 2010 on fait grand chelem, exactement. Donc c'est 3 grands chelems, 4 tournois, de 2000 à 2010. William, je t'entendais acquiescer sur l'idée de gagner. Pour toi c'est important, ça forge. Oui, on sait que ça forge. Mais est-ce que ça nous enterre pas dans nos certitudes aussi, ce qui s'est passé sur le premier mandat? Pour moi, c'est important de gagner, sur l'effectif, puisque on est tous, bien sûr, on a tous envie de voir l'équipe pratiquer un jeu de plus en plus complet. On a tous envie de voir 50 mecs capables de représenter l'équipe de France sur une finale de Coupe du Monde. On a de plus en plus, c'est une belle chose, mais l'intégration, elle se fait aussi par le résultat. On prenait l'exemple des clubs qui fonctionnent, le Stade Toulousain, ils intègrent un joueur de demain, le mec, il va être bon parce qu'il est intégré dans une équipe qui a cette habitude de victoire. Et puis, il y a eu on peut faire un parallèle avec l'équipe de France de Seven, qui faisait des finales depuis des années. D'accord? Si cette année ils sont champions olympiques, c'est parce qu'ils ont gagné 2 ou 3 tournois pendant l'année qui a précédé cette compétition majeure. C'est important de savoir gagner ces matchs serrés, c'est important de savoir gagner ces finales. Et il faut, aujourd'hui la seule compétition entre guillemets officielle où il y a du très haut niveau et du niveau international sur 2, 3, 4 matchs, c'est le tournoi destination. Aujourd'hui, pour attaquer une Coupe du Monde en confiance parce qu'on en a besoin, il faut gagner ça. Aujourd'hui, la comparaison avec l'équipe de France, elle se fait avec l'Afrique du Sud, un peu la Nouvelle-Zélande et un peu l'Irlande. L'Afrique du Sud, pour l'instant, ils se posent pas de questions, ils gagnent tous les matchs qu'on leur présente et toutes les compétitions auxquelles ils sont inscrits. On a besoin aussi de travailler sur cette confiance, même si on bosse pour nous, et de se dire attention, l'adversaire qui va être peut-être le plus compliqué à manipuler. L'Irlande, ils ont perdu, nous on a tout gagné ce mois-ci. L'Afrique du Sud, ils ont tout gagné, nous on est là parce qu'on a gagné notre compétition domestique aussi. C'est un moyen de se donner des rendez-vous avec les concurrents et c'est hyper important pour la confiance du groupe, la confiance du staff et donc indirectement l'intégration des nouveaux joueurs de gagner les compétitions. Et puis il ne faut pas non plus jeter tout ce qui avait été fait dans le passé. Au final, on perd en Coupe du Monde pour un seul petit point. C'est peut-être pas la peine de changer toute l'équipe, de vouloir voir absolument tous les joueurs du top 14 en équipe de France, de tous les essayer. Je veux dire, il y avait quand même une base qui était assez solide. Tu te dis que si la pénalité ou la transformation passe, t'es peut-être en
finale de Coupe du Monde. Donc bon, il y a peut-être pas tout acheté et que ce groupe il est solide et que je pense que ce groupe il doit avoir comme objectif de faire le Grand Chelem, évidemment. Moi, ce qui m'embête dans votre argumentaire, que je comprends, hein, bien sûr, c'est que si on fait pas le Grand Chelem, on sera, on va dire, un peu aveuglé par ce résultat, donc il ne sera pas au rendez-vous, au détriment de ce qu'aura construit le 15 de France durant cette période internationale d'1 mois et demi, voire de 2 mois. Et après, moi, ça m'embête un peu. Parce que vouloir gagner n'empêche pas d'essayer de mettre des choses en place. Loin de là. Tu veux que je te dise, pour moi. Moi je suis pas certain que ça aille ensemble chez Fabien Galtier. Si tu veux battre l'Irlande chez eux, va falloir quand même que tu montres quelque chose. Il a toujours dit, Fabien Galtier, que les prémices du jeu de l'équipe de France sont mis en place, sont testées l'été sur des matchs où il y a moins d'importance. Évidemment, il veut tout gagner, Fabien Galtier, c'est un immense compétiteur, mais il envoie une équipe, on va dire, remaniée de développement, comme il dit, pour tester des idées en développement. Je me pose juste la question, pourquoi on continue pas de développer des choses lors du tournoi destination au lieu de rester un petit peu dans nos carcans. Mais c'est de toute façon, on le verra bien, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois, on aura la liste de l'équipe de France et les joueurs seront à Marcoussis et ce sera évidemment sur Sud Radio. Restez tous avec nous dans un instant sur Sud Radio. On va se poser la question, quel est le grand enseignement de cette 10e journée du top 14? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. On vient de parler du 15 de France. Si vous avez manqué, ce petit passage, ce sera évidemment disponible sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On est près d'1 million d'abonnés sur cette chaîne YouTube. On est évidemment au cœur aussi de cette 10e journée du top 14 avec le match ce soir entre le Stade Français Paris et le Racing 92 à Jean-Bouin. Est-ce que le stade se remplit petit à petit, Inès Irigoyen, en direct de Jean-Bouin? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, alors c'est toujours clairsemé, mais bon, on le rappelle, on est à plus d'une demi-heure du coup d'envoi. On entend bien, en tout cas, l'ambiance à l'extérieur du stade. Mais en effet, petit à petit, ça commence à se remplir. Je vois quelques supporters du Racing qui sont arrivés aussi dans le stade. Donc l'ambiance commence un petit peu à monter. On espère qu'elle sera au rendez-vous pour ce derby. Et puis si le match n'est pas génial et qu'il n'y a pas une ambiance de dingue, l'après-match à Jean-Bouin, il est assez mythique quand même. La Bodega fait partie des meilleurs bodegas de toute la France. C'est un très grand moment de fiesta généralement après les rencontres à Jean-Bouin. Ça on peut pas leur enlever aux Parisiens. On va parler un petit peu de cette 10e journée du top 14, Quentin Cavanis, avec tous les résultats, on les rappelle. Les résultats, la victoire de Toulon face à Bayonne 39-19, Castres qui a battu La Rochelle 28-24, succès de Clermont à l'extérieur face au Loup 30-22, Montpellier a battu la section paloise 30-3 avec un bonus arraché à la 84e minute. Toulouse a battu l'USAP 41-9 et l'UBB a renversé le match face à Vannes hier soir à Vannes 37-29 au classement. Toulouse est leader devant l'UBB et La Rochelle ainsi que Toulon. Et en bas du classement, on va retrouver le Loup, la section paloise, le Stade Français qui va jouer ce soir et Vannes dernier. Quel est le grand enseignement de cette 10e journée du top 14? Est-ce l'UBB qui a affiché un sacré caractère? Est-ce Vannes arbitré comme une petite équipe? Ce ne sont pas mes mots et on y reviendra dans un instant. Est-ce le Loup Rugby qui donc va devoir jouer le maintien avec Pau, semble-t-il, et ce sera déjà la semaine prochaine peut-être. Est-ce Toulon enfin une victoire référence? Ou est-ce Perpignan sans réaction à l'extérieur? Voilà quelques suggestions. Évidemment, on pouvait apporter d'autres enseignements. On est là pour évoquer vos pensées rugbystiques. On commence avec toi, tiens, Ludovic. Quel est pour toi le grand enseignement de cette 10e journée du top 14? La défaite à domicile de Lyon contre Clermont. Parce qu'on pouvait penser éventuellement contre Bayonne que c'était peut-être un accident sans ôter la valeur des Basques et la victoire des Basques. Mais là, ça fait 2 défaites à la maison. Ça commence à être chaud pour eux et avec. Et je vais pas te mentir. Dans les pattes avec Pau. Hier, tu enlèves Couillou. Le score c'est même plus le même. Hein. Je veux dire, il a survolé le match. Il a survolé le match. Juste quand il prend le carton. Hein, je l'ai revu cet après-midi. Oui. Et franchement, Couillou est sur les 3 essais. Ouais. Et vraiment, c'est ce truc de, il est pas là, il y a rien. Et Lyon, Couillou. Oui. Mais tu enlèves Baptiste Couillou de cette équipe, il n'y a rien du tout. C'est un truc de dingue. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'équipe la plus dépendante d'un seul joueur, hein, le Loup. On faisait la réflexion il y a quelques temps avec Baptiste. Hier, on s'est un peu posé la question de l'UBB et de Mathieu Jalibert. Mais bon, au final, on a eu tort. Oui, et puis Mathieu. On a été. Oui.
On a été dans l'erreur. Oui, je pense que l'UBB serait sorti sans Mathieu Jalibert, mais je pense qu'aujourd'hui, Couillou est le joueur le plus indispensable à son équipe en top 14. Non mais hier le loup rugby, c'est en dehors de Baptiste Couillou, c'est très très pauvre, hein. Et c'est battu dans tous les compartiments du jeu, hein. Par une équipe de Clermont qui est pas non plus, tu vois, elle a fait c'était un gros match, hein, de Clermont hier. Surtout à l'extérieur. Première victoire à l'extérieur de la saison. N'a rien montré depuis des lustres à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on peut être inquiet pour le loup. Le Loup-Pau la semaine prochaine, il va être important. Le Pau-Loup, il va être important, Inès Irigoyen. À qui dis-tu? Ouais, en effet, on va avoir un œil bien avisé sur celui-ci, mais en effet, ça va être quelque chose. Les deux équipes vont toutes les deux vouloir un petit peu montrer un autre visage, mais en effet, là, les deux, elles sont un peu en train de sombrer, pas top. William, quel est selon toi le grand enseignement de cette 10e journée du top 14? Je trouve que sur la performance du Loup, il y a matière à travailler autrement, enfin encore plus large que sur l'aspect terrain. C'est un club qui, il y a 4-5 ans, avec Pierre Mignoni, jouait les demi-finales, se qualifiait, devant faisait peur à tout le monde, en défense ça cabossait les types, et Pierre était considéré comme un manager beaucoup trop dur, donc finalement son départ était presque une bonne nouvelle selon les dirigeants. Ensuite, on Garbajosa, il arrive, demi-finale trop dur aussi. Trop dur. Alors, il était trop exigeant avec les joueurs. Ça pose la question maintenant du management, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans les clubs? C'est quoi? C'est un club soft? C'est ce que tu es en train de me dire là? C'est un club tout. Mais moi, c'est un club qui est dans le club mignon, quoi. C'est le club mignon où tout va bien. Faut pas faire de vagues. Alors les joueurs à chaque fois feront un groupe pour faire virer le manager. Ok, mais où sont les résultats? La saison dernière, c'était catastrophique. Là, comme vous l'avez dit, Baptiste Couillou, s'il n'est pas là, il se passe rien du tout. Devant, il se passe rien. En conquête, c'était pas costaud. En défense, ça fait pas grand chose. Sur le jeu, ça propose pas plus. Et donc c'est vraiment, ça pose un débat hyper large sur la gestion de ces managers, mais qui ont justement ce caractère, cette force d'amener les mecs. Par contre, qui peuvent être extrêmement durs dans certains moments. Il y a des clubs qui doivent faire le choix. Et là, je pense que le Loup est en train de se tromper. C'est un problème de culture club alors que tu mets en lumière là. Culture club, bien sûr, c'est ce qu'a fait Pierre Mignoni quand il est arrivé en Pro E2. Il avait dit nous à Lyon, on perdra pas à domicile. À l'extérieur, on ira casser la bouche aux mecs. On sera costaud en mêlée, on sera costaud en touche, on sera costaud en défense. Et oui, alors peut-être que c'est des discours qu'on veut moins entendre et que les joueurs qui n'y collent pas peuvent aussi créer des soucis. Lyon a fait deux choix qui sont catastrophiques au niveau du management. Ils sont dans l'entre-soi entre copains, entre anciens joueurs, ils ont tous joué ensemble. C'est sûrement très bien, sûrement très sympa pour les barbecues l'été avant le début de saison. Mais en tous les cas, quand il faut se resserrer, quand il faut aller combattre, j'ai quand même l'impression qu'il manque un patron. Peut-être que Pierre était trop dur, peut-être que Xavier Garbajosa était trop exigeant. Par contre, les deux, avec plus ou moins le même groupe, ils ont eu des très bons résultats. Est-ce que c'est pas un problème de profondeur aussi d'effectifs, hein? Ah non, mais moi j'étais en train de regarder cette équipe, je me dis il y a des joueurs aussi qui sont plus au niveau qu'ils ont eu. Faut se souvenir quand même que Félix Lambé c'est un international, que Dylan Cretin c'est un international, et sur les dernières semaines, on les voit pas ces garçons. C'est des joueurs qui devraient être cadres de cette équipe, qui devraient porter cette équipe. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils abandonnent un petit peu Baptiste Couillou seul à son sort. Alors là, il n'y avait pas Niniashvili de présent, mais bon, il sera plus là l'année prochaine. Mais tu te dis que voilà, les hommes qui sont censés être les hommes forts de cette équipe et accompagner Baptiste Couillou répondent pas présents aussi. Donc il y a aussi peut-être un problème de leader dans cette équipe. Il y a peut-être un problème de leader, effectivement. Ou le discours qui passe plus, effectivement, Ludovic. Tiens, Ludovic, avant de te libérer, je voulais te faire réagir sur les mots de Jean-Noël Spitzer hier. On rappelle le contexte de la partie. Première mi-temps, 29-7, mais même jusqu'à la 38e, il y a un 29-0 face à l'Union Bordeaux-Bègles. Mathieu Gélibert qui quitte le terrain en première période sur une béquille de Makouvou Poula. Et puis la seconde période, à partir de la 38e jusqu'à la 80e, c'est un 37-0 infligé par l'UBB à Vannes. Et les mots en après-match de Jean-Noël Spitzer, je cite: j'ai un peu de bouteille, je peux le dire, ce sont des matchs télévisés le soir, l'arbitre voit le score qui se creuse pour une équipe qui doit jouer le titre, il va rééquilibrer, évidemment. Les phases de domination ne sont pas accompagnées de la même façon. On arbitre les statuts des clubs, c'est frustrant. Tout ton travail de la semaine peut être mis à terre par ça, balayé. On a ce ressenti, une iniquité. C'est facile de nous mettre la tête sous l'eau. Ça ne prêtera pas à conséquence. Et relance. Avez-vous l'impression que Vannes est arbitré comme un petit?
Réponse, exactement. Ludovic. Les mots sont forts. Maintenant, pour moi, l'arbitre n'a pas fait d'erreur. Je pense que l'entraîneur de Vannes se plaint des 2 cartons jaunes sur la même action, mais soyons honnêtes, ils sont complètement justifiés. Est-ce que Vannes a trop surjoué? C'est trop dépensé. Sur la première mi-temps, il a lâché physiquement. Est-ce que les mots de Bru ont porté également dans le vestiaire? Bon, il y a eu aussi l'impact du vent. N'oublions pas que Vannes a raté également 2 pénalités qui auraient pu permettre aussi d'être dans les clous de bonus défensif, voire plus. Mais Ludovic, tu penses qu'il est sérieux, Jean-Noël Spitzer, quand il dit ça, ou il essaye de faire la petite technique toulonnaise qu'on connaît bien, on est seul contre tous, tu sais, cet esprit de rébellion un petit peu gaulois de bande dessinée, on est seul contre tous, on est le petit village d'irréductibles, on est un club de sous-préfecture comme diraient les Castrets. Est-ce qu'il essaye d'aller là-dedans, Jean-Noël Spitzer, ou il est vraiment sérieux sur son analyse? Bon, je pense qu'il a été sérieux, déçu très certainement, mais non, je pense qu'il a été sérieux. Après, attendons-nous bien, je pense que Vannes, ce n'est pas forcément contre l'UBB qui doivent jouer, qui jouent le même championnat. Et quand ils vont jouer des clubs comme Montpellier, comme Pau, désolé Inès, comme Lyon, mais c'est déjà fait. Ils ont battu Lyon. Voilà, et d'autres clubs moyens de top 14. Là, il va falloir vraiment qu'ils prennent des points pour jouer. Moi, sincèrement, je n'ai pas trouvé l'arbitrage malhonnête hier. Moi non plus du tout, c'est pour ça. Donc voilà, je pense que c'était plus de la déception qu'autre chose. Ouais, après il faut voir aussi si c'est pas un moyen d'essayer de remobiliser son groupe, de faire front face à. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi, Alexandre, de faire front face à un ennemi plus ou moins commun, tu vois, d'essayer de resserrer son équipe, parce que j'imagine l'état des hommes dans le vestiaire hier soir après la claque qu'ils ont reçue, pour rebondir après un truc comme ça. Si tu te trouves pas finalement, tu vois, une petite flamme, un petit truc, tu vois. Tu vois, on a souligné le caractère de l'UBB. Oui. Mais un reflet en miroir, c'est la douceur, la douceur des Vantais. Ils ont laissé faire les choses, donc ils se sont fait mettre KO, c'est tout. Ils se sont fait mettre KO les Vantais, et je pense que si tu veux rebondir et pas sombrer jusqu'à la fin de la saison, il faut trouver des leviers. Et je me demande si ça c'est pas un levier justement pour que son équipe fasse front et dise bon allez, on est seul contre tous, on va faire front ensemble et on va aller se battre juste pour nous, puisque personne va nous faire de cadeaux. Et c'est parti, allez, on se serre les coudes les gars, et puis on y va ensemble, et c'est que comme ça qu'on pourra se sauver. Ça peut être un levier. Merci Ludovic d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un grand plaisir d'avoir notre auditeur de Mont-de-Marsan, l'un de nos nombreux auditeurs de Mont-de-Marsan. On va du côté des Pyrénées catalanes. Je préfère dire comme ça, j'aime pas dire Pyrénées-Orientales. On est avec Vincent Panabière. Salut Vincent. Salut à tous. T'es d'accord, hein, j'ai le droit de dire Pyrénées catalanes ou pas? Le pays catalan, c'est encore mieux. Si tu veux le pays catalan, c'est encore mieux. Ok, très bien. Vincent, quel est selon toi le grand enseignement de cette 10e journée? As-tu envie de parler de l'USAP? L'USAP, on pourra en parler pour le match qui a eu lieu jusqu'à la première mi-temps. Après, à 14, qu'est-ce que tu veux faire? C'est impossible de gagner à Toulouse, ou même d'espérer quoi que ce soit quand tu joues presque 60 minutes à 14. Donc, finalement, pas grand-chose à retenir de ce déplacement, mis à part le premier match du jeune Gabin Kretschmann, 18 ans, qui fait une très bonne rentrée. Et voilà, je pense que pour l'USAP et la très grosse mêlée qui a encore été impressionnante ce week-end. Donc voilà, ça c'est je pense les 2 petits points à retenir de ce déplacement. Et voilà, avec les nombreux retours qu'on va avoir la semaine prochaine pour Toulon, je pense que l'effectif devrait être encore plus compétitif que ce qu'on avait hier à Toulouse. Perpignan est passé un peu dans la situation de... Oui, vas-y, dis-nous Vincent. Oui, voilà, je voulais justement rebondir sur Vannes, vu que vous en parliez juste avant. Et pour moi, c'est un petit peu cette défaite, je pense que c'est un peu celle de trop pour eux. Et à mon avis, ce soir, hier soir, ils ont enterré leur chance de se maintenir en top 14. Parce que même si au classement, ils sont pas loin, quand tu mènes 29-0 et que tu en prends 40 comme ça en 40 minutes, vous disiez juste avant, dans la tête, ça fait pas du bien. Je pense qu'ils sont vraiment, à mon avis, je pense que là, ils ont dit au revoir, même aux chances de barrage.
Ah ouais, pour toi c'est le coup de trop contre l'Evante. William, qu'est-ce que tu retiens toi comme grand enseignement? Tu as parlé tout à l'heure du Loup, est-ce qu'il y en a un autre comme ça qui te vient à l'esprit? Sur Vannes, pour rebondir, moi je pense que le match, ils le perdent quand ils prennent cet essai juste avant la mi-temps. S'ils tournent à 29-0, le retour dans le vestiaire n'est pas le même. Le discours du coach de l'UBB serait extrêmement compliqué. Ils prennent des points au pire moment. Ils prennent des points juste avant la mi-temps et dès le début de la deuxième mi-temps. On sait que face aux grosses machines comme Toulouse, Bordeaux, les fins de mi-temps sont importantes et les débuts de période également. Donc ils prennent 14 points dans les moments où il ne faut pas en prendre et justement arriver à gérer ces dernières minutes. Et c'est ce qui leur manque un peu depuis le début de saison. Les fins de mi-temps, fin de première, début de deuxième et ces 10 dernières minutes où les grosses équipes sont capables de dérouler. Alors je comprends la frustration du coach, mais sur le rugby, il y a quand même ces deux moments où on sent que l'UBB rentre au vestiaire mené 29-7, c'est pas 29-0, ils viennent de marquer juste avant la mi-temps, le coach est a sûrement plus facilement trouvé les mots et puis début de deuxième mi-temps, ils reviennent, ils remarquent, ils mettent la main sur le ballon, ils imposent leur rythme et Vannes malheureusement explose et c'est un petit peu ce qu'on voit sur leur défaite depuis le début de saison. Ouais, c'est vrai que moi j'ai de l'inquiétude quand même pour nos amis Vante et Inès. Est-ce que toi tu retiens un enseignement particulier de cette 10e journée? J'aurais tendance, je serais partie sur en effet le match de Vannes UBB, mais je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses, mais c'est vrai que ce chassé-croisé, on va dire sur la performance mentale de Vannes qui sombre petit à petit sur cette seconde mi-temps et l'UBB malgré tout, faut quand même le notifier sans certains internationaux, qui malgré tout remonte et arrive à terminer devant. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour, mais moi on va dire que c'est ce match-là qui vraiment m'a marqué là sur cette 10e journée. Mais en attendant le match Stade Français Racing 92, bien entendu. Évidemment, coup d'envoi 21h07 sur Sud Radio. Je voulais revenir un petit peu sur d'autres enseignements. On peut mettre et une notamment carte au chapeau ou pas? Bah oui, si tu veux. Non mais là, je veux dire, ce qu'a fait la section paloise hier en fin de match est inadmissible. Je veux dire, quand t'es mené 2 essais à 0, qu'il y a 23-3, t'es sur la pelouse d'un adversaire direct, t'as le ballon dans les mains, t'as dépassé la sirène depuis 4 minutes et tu te permets d'essayer de continuer à jouer alors que t'as plus rien à gagner, tu perds le ballon et t'offres le bonus offensif à un adversaire direct pour la lutte qui semble être celle pour le maintien désormais entre Pau et le MHR. Je pense qu'il y a une énorme erreur de choix déjà des hommes, des joueurs et je pense du management aussi. Je comprends toujours pas avec le recul. Du management non, parce que Sébastien Piccheroni en a parlé en conférence de presse, ils vont passer une mauvaise semaine. Les joueurs ça, palois, j'imagine, oui, quand tu prends la décision du staff, il allait pas dire on va tous à Ibiza. Messieurs, s'il vous plaît, quand même. La décision du staff palois, c'était on sort le ballon du terrain. Bah oui. Et les joueurs n'ont pas voulu ou n'ont pas compris. Ah oui, il y a un moment où c'est peut-être ça le problème à la section paloise aussi, peut-être qu'ils se comprennent pas. Mais là, je veux dire, c'est un point qui peut être crucial en fin de saison qu'ils ont laissé au MHR hier. Et ça j'arrive toujours pas à comprendre. C'est vrai que c'est quand même assez surprenant. C'est vrai que Vincent, parce que du coup cette défaite de Perpignan à Toulouse, je veux dire, elle a rien d'anormal. Mais au regard des autres équipes, finalement, c'est pas une si mauvaise journée pour l'USAP. Ouais, exactement. Je trouve que nous, dans l'optique du maintien, la défaite de Pau à 0 points et celle de Vannes à 0 points de l'outil, notamment celle de Vannes, elle nous conforte dans l'idée que, même si on a perdu à Toulouse, ce qui est quand même assez logique, je pense qu'il n'y aura pas vraiment qui ira chercher des points à Toulouse, c'est quand même une journée, je sais pas si on peut dire plutôt positive, mais en tout cas qui est pas. Ça se posait la question si l'USAP joue vraiment le maintien. Mais pour l'instant oui, parce qu'on n'a que 3 victoires sur un 10 matchs. On est quand même encore, on est pas très loin. Donc je pense qu'il faut savoir encore rester humble, juste se fixer vraiment sur les retours d'internationaux, les retours de blessures et tout ça. On a des matchs importants, notamment la réception de Toulon et La Rochelle avant la fin de l'année. C'est sûr que si ces 2 matchs-là on les passe bien, peut-être qu'il va y avoir déjà un écart qui va se creuser avec le bas du tableau et on arrivera à la mi-saison avec peut-être pas beaucoup de points de retard sur la 6e place. Après, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de qualif ou même de qualif en Coupe d'Europe? Je pense qu'il ne faut pas y penser parce qu'on a un effectif qui est aujourd'hui très amputé. On perd encore Brazo ce week-end. Donc voilà, je pense qu'en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est positif pour le maintien, c'est même très positif. Et je suis pas forcément à l'actualité de Pau, mais j'ai du mal à comprendre comment une équipe qui jouait la qualif l'année dernière
qui faisait du super rugby et tout ça, cette année est en train de sombrer. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont beaucoup de blessés? Ils en ont. Ils avaient 17 blessés au moment où la trêve a démarré. Et ils en ont récupéré quelques-uns, mais ils sont encore au-dessus de la dizaine de blessés, plus Gaëton et Atisogbe qui sont pas là. Et puis surtout, tu perds Atisogbe et Gaëton, ça fait quand même un sacré manque à gagner. C'est vrai que j'ai vu leur compo de ce week-end, je me suis dit, mais en fait, c'est assez faible, quoi. Je veux dire, à part en ligne de 3 quarts et leur 5 de devant qui était pas mal, mais sur le banc, c'était pas terrible. Enfin, franchement, je les trouve vraiment en dedans, en tout cas. Vraiment. Avec cette équipe de Pau qui est franchement inquiétante. Ton petit pronostic pour ce soir, Vincent? Moi, pour le maintien, je dirais qu'il faut que le Racing gagne. Donc, je pense que le Stade Français, vu dans l'état où ils sont, s'il fait une petite défaite à domicile, on va pas se plaindre. Merci Vincent d'avoir été avec nous, président de la Peña des Trabucaires du côté de l'USAP. Dans un instant sur Sud Radio, c'est en haut de l'affiche.